Bien, Valérie vient de le dire, elle n'a pas voulu vous submerger de chiffres, mais la submersion, c'est pour maintenant. Simplement, vous étiez prévenu, donc j'interprète votre présence comme un consentement. Alors, avec la qualité des débats littéraires de ce matin, j'ai essayé d'adoucir la transition comme je pouvais avec un modeste hommage à Dumas, auquel nous devons tous beaucoup. Alors, l'objet de cette présentation, c'est de donner une vision de l'évolution économique du secteur de l'édition 5 ans après le Covid, et puis de marquer aussi à la fois des tendances et des phénomènes dont vous verrez qui s'expriment comme des tensions pour l'essentiel contraires sur l'activité du secteur. Alors, premier chiffre sur les tendances. Un chiffre d'affaires global, je ne vais pas vraiment le détailler, simplement pour vous dire en un mot que quand vous regardez cette évolution, vous pourriez avoir l'impression qu'il s'agit d'une relative stabilité sur une période de 5-6 ans en fait. En fait, c'est une stabilité en trompe-l'œil puisque les données qui apparaissent ici sont des données en euros courants. Et une des caractéristiques de la période qu'on a connue, c'est évidemment une inflation très marquée. Et quand on se livre à l'exercice qui consiste à rapporter ces valeurs en euros constants, eh bien, on fait apparaître tout simplement une baisse de 10% du niveau d'activité du secteur de l'édition. Environ 5% de croissance, un peu moins de 5% de croissance, 4%, une inflation qui a été de l'ordre de 14% sur la période. Ce sont des chiffres qui sont évidemment corroborés par ce qu'on mesure en termes d'évolution en nombre d'exemplaires. On a perdu 9 millions d'exemplaires vendus sur la période. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur l'écart entre ces variations dans un sens ou dans un autre. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que le prix en euros courants des livres a augmenté, certes, mais il a baissé en euros constants sur cette période. Juste un mot pour vous dire qu'on faisait le point récemment à Bruxelles sur les chiffres au niveau européen. Cette tendance de baisse en exemplaires et de baisse du chiffre d'affaires en euros constants est une tendance qu'on constate globalement au niveau européen sur le marché du livre. Une vue quand même sur des phénomènes, quand on zoome un peu sur ces chiffres, sur des choses qui se passent malgré tout sur un certain nombre de formats. D'abord le poche. La croissance du poche sur cette période a été 2,5 fois plus rapide que la croissance modeste dont je viens de parler sur l'ensemble du secteur. Elle a été encore plus nette cette fois-ci sur le numérique. Alors ça se fait relativement à bas bruit, puisque quand on isole du chiffre d'affaires numérique et quand on extourne ce qui relève de l'exploitation, on va dire des bases de données universitaires et professionnelles qui représentent une part très importante du chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs sur format numérique, on est sur un chiffre d'affaires qui est relativement modeste de 90 millions d'euros, mais qui a quand même progressé de près d'un tiers sur la période. Il s'est donc passé quelque chose sur le numérique qui représente maintenant aux alentours de 6% du chiffre d'affaires du segment littérature. Il y a un grand absent de cet écran, c'est le livre audio. Alors le livre audio, ça progresse. Ça progresse de combien? Ça progresse jusqu'où? C'est très difficile à dire à l'heure actuelle, tout simplement parce que nous n'avons pas de chiffres fiables sur le livre audio. Une des raisons essentielles étant qu'un des opérateurs essentiels du marché, dont le nom commence par un A, se refuse obstinément à communiquer quelques chiffres que ce soit. Mais vous verrez que ce n'est qu'un aspect des relations un peu compliquées que nous avons maintenant et pour le futur avec les plateformes. Deux mots sur quelque chose qu'on voit moins souvent, qui me paraissait intéressant de vous présenter, au titre de la gestion collective. La gestion collective, c'est quand même 34 millions d'euros de chiffre d'affaires qui contribuent aux revenus des éditeurs. Ça progresse légèrement, en euros courants également. Ça a baissé en euros constants, notamment compte tenu du fait que le droit de prêt qui contribue largement, mais d'autres éléments aussi à la rémunération des éditeurs n'ont pas été réévalués sur cette période. Donc c'est moins connu et en fait c'est très significatif. Alors moins en chiffre d'affaires, puisque vous voyez que quand on rapporte ces montants au chiffre d'affaires global du secteur, on est un peu au-dessus de 1%. Je vous rappelle simplement que dans l'étude sur
le partage de la valeur publié par le SNE l'an dernier, on évaluait à un peu moins de 5% le résultat d'exploitation avant impôt, avant amortissement, avant frais financiers des éditeurs. Donc 1,2% qui ont nature de marge sur ces étiages. Ça veut dire une part très significative du résultat pour un certain nombre d'acteurs. L'autre élément qui mérite attention sur la gestion collective, c'est qu'on le verra, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, ce sont des mécanismes dont on pense qu'ils peuvent apporter des réponses et des effets stabilisateurs dans un contexte économique qui est difficile pour le secteur. Sur la question de l'évolution par genre éditoriaux, une grande stabilité en réalité, avec deux mouvements significatifs, un mouvement global qui est le fait que la non-fiction a perdu du terrain de manière quand même visible, de 39 à 36% du chiffre d'affaires du secteur sur la période, et un vrai phénomène qui est celui de ce que j'ai qualifié de manière un peu simplificatrice certainement de manga et romance, mais on a eu là un vrai phénomène sur la période, avec une part du chiffre d'affaires qui a doublé, passant de 4 à 8%. Alors, avec des dynamiques fortes, vous allez le voir. Ici, sur la période, une courbe sur le manga qui est montée de manière presque exponentielle dans un premier temps, mais qui, vous le voyez, redescend de manière assez sensible depuis un moment. Une vague de la romance qui est beaucoup plus mesurée en termes d'impact de chiffre d'affaires pour le secteur, en tout cas tel qu'on peut le constater dans les statistiques du syndicat national de l'édition, qui a quand même, en tout cas dans les chiffres que nous avons, tendance à marquer le pas également. Là, on a clairement des moteurs, on va dire des moteurs d'appoint de la croissance du secteur qui ont fonctionné un temps et qui semblent quand même s'essouffler de manière assez nette. Évidemment, on ne peut pas évoquer ces chiffres sans les mettre en relation avec le pass culture, qui a connu quand même un développement important pendant cette période et qui a certainement contribué et soutenu globalement l'activité du secteur et en particulier ces genres, même si les pratiques d'achat ont été plus diversifiées que ce que certains ont pu présenter. Mais en tout cas, ces chiffres auraient sans doute été différents avec le pass culture. Donc voilà pour ce qui concerne l'activité par genre éditoriaux. Un mot important en ce qui concerne la manière dont le secteur évolue dans cette tendance baissière de marché. Une première tendance très nette qui est c'est la croissance du manga. Voilà, je passe vite. C'est la question de la production. La production, donc le SNE suit depuis des décennies à travers son enquête de branche les volumes de production éditoriale et le nombre de nouveautés produites. Ce nombre de nouveautés produites, il aura connu, et on le sait, il a connu une forte croissance au début de la décennie, au début des années 2000. Il a connu une croissance significative sur la période, puisque le nombre de nouveautés constatées en 2024 était de 19% inférieur à celui des nouveautés de 2019. Alors, comment interpréter ces chiffres ? Alors, peut-être un retour à la raison, diront certains. Je pense que c'est évidemment aussi une conséquence de ce qu'on vient de voir s'agissant du niveau d'activité économique. Quand le marché se tend, la manière de maintenir la viabilité économique d'une structure éditoriale, c'est d'ajuster des coûts fixes par palier qui sont liés au volume de production éditoriale. Et donc, je pense que c'est à la fois, ce chiffre est à la fois une bonne nouvelle, en ce sens qu'on a dit tout à l'heure, évidemment, il y a certainement trop de livres. S'agirait-il encore de savoir lesquels sont en trop ? C'est une question délicate. En revanche, je pense qu'effectivement, pour l'économie globale du secteur, le fait que la production baisse est sans doute une bonne nouvelle, mais c'est aussi le symptôme d'une situation économique qui s'est dégradée. En ce qui concerne les canaux de vente, une assez grande stabilité avec, malgré tout, presque seule évolution significative, la progression des librairies qui, selon les chiffres, là je commence à puiser dans les chiffres Kantar, qui sont établis depuis de longue date, depuis je crois 2011 au moins, par le ministère de l'Agriculture. Donc il s'agit de données d'enquête. Mais donc la part de marché de la librairie progresse significativement sur cette période. C'est le cas également de ce qu'on appelle les GSS, c'est-à-dire les grandes surfaces spécialisées qui vendent du livre.
Il est probable aussi qu'on lit là un impact du pass culture, puisque vous vous rappelez que les achats du pass culture ne sont possibles que dans le commerce physique du livre. De manière corrélative, on a un léger repli du canal Internet sur cette période. Dernier chiffre qui est peut-être un des rares à mettre au rang des bonnes nouvelles sur l'activité du secteur globalement, l'évolution des taux de retour. Là, il s'est passé quelque chose sur la période. Vous voyez une baisse du taux de retour. Là, je fais appel à des données qui sont des données collectées auprès des distributeurs et que le syndicat collecte depuis longtemps. Donc, ce sont des données directes déclarées par les principaux distributeurs. On a eu une baisse significative du taux de retour, donc d'un peu moins de 23% à un peu moins de 20% sur la période. Pour rendre les choses de manière plus concrète, c'est donc 16 millions d'exemplaires en moins en retour par rapport à la situation d'origine. C'est un optimisme probablement attempéré par l'évolution qu'on connaît en 2025. Quand on regarde les chiffres de cette année, on constate malheureusement une légère remontée des taux de retour à la fin du mois d'octobre. Alors, ce tableau, j'en ai bien conscience, n'est pas un tableau très, très réjouissant. Il appelle évidemment à s'interroger sur les causes. Évidemment, comme je l'évoquais ce matin, la conjonction de causes très, très différentes. La première, c'est évidemment, et ce que je mettais au chapitre des tensions, la question du recul de la lecture. Là, je me suis attaché simplement à reprendre un chiffre le plus simple, c'est celui des non-lecteurs. Sans parler même de l'intensité de la lecture, c'est ce chiffre-là qui me paraît le plus intéressant et le plus important à surveiller. La part des non-lecteurs chez les plus de 15 ans est passée de 12% à 17%. Et là, ce sont les chiffres qui sont collectés de manière régulière par le Centre national du livre. Pour rendre les choses là aussi un peu moins abstraites, ça veut tout simplement dire que nous avons perdu de l'ordre de 3 millions de lecteurs, c'est-à-dire 3 millions de personnes en France qui ne lisent plus du tout de livres sur cette période. On l'a évoqué déjà à plusieurs reprises, la question elle est particulièrement préoccupante chez les jeunes, même si ce phénomène est un phénomène qui touche l'ensemble des classes d'âge de la population. Juste un chiffre, celui-ci. Quand on regarde le taux de non-lecteurs en dehors des pratiques de lecture qui sont induites et contraintes par le contexte des études, la part de non-lecteurs chez les jeunes de 16 à 19 ans, donc on est sur une tranche d'âge étroite, est passée sur la période de 31 à 38%. Ce qui est un taux qui commence à devenir extrêmement préoccupant. Et là aussi, pour mettre des chiffres d'effectifs, c'est 250 000 jeunes qui ont cessé de lire sur la période. Évidemment, le recul de la lecture est un facteur majeur d'explication de la baisse de la demande. On pourrait se dire d'ailleurs que quand on regarde quand on extrait donc des chiffres ce phénomène, on a l'impression que ceux qui lisent des livres en achètent peut-être un tout petit peu plus qu'avant, mais cet effet est très loin de compenser évidemment ce que je viens d'énoncer. Un point qui, vous le savez, fait l'objet de nombreux débats et prises de position engagées, en particulier de la part du syndicat national de l'édition depuis quelque temps, la question de l'occasion. Alors l'occasion, c'est évidemment un phénomène sur lequel les données sont moins faciles à établir de manière aussi précise que ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur laquelle il y a des indicateurs quantitatifs extrêmement rodés, mais il y a malgré tout des données d'enquête. Et je me suis appuyé ici pour qualifier le phénomène sur l'étude Kantar menée pour le ministère de la Culture de manière constante et qui produit cette série depuis 2011. Depuis 2011, la part du livre d'occasion dans les quantités achetées a progressé de 58%. Et étant entendu que cette série a été récemment mise à jour en ce qui concerne les chiffres de 2024. Alors, si on zoome sur la période 2019-2024, on voit bien évidemment la même progression, ce qui veut dire que entre 2019 et 2024, la part sur cette seule période des livres d'occasion dans les achats en quantité a progressé de 23%. Et je me suis livré à l'exercice qui consiste à replacer en base 100 en 2019
les quantités achetées de livres imprimés neufs et de livres d'occasion. Et vous voyez qu'on trouve cette série qui fait peur. Et pour vraiment faire peur à tout le monde, je me suis livré à ce petit exercice un peu masochiste qui consiste à prolonger les courbes et qui nous donnerait à peu près ceci à l'horizon 2030. Autre phénomène qui est un phénomène un peu moins au cœur de l'actualité, même si on y travaille très activement, en particulier au syndicat, pour renforcer nos dispositifs qui cherchent à en contenir les effets, la question du piratage. Avec un phénomène mondial. La courbe que je vous montre est une courbe qui est établie par un institut qui opère à Londres et qui s'appelle Muso et qui fait des études mondiales sur le piratage sur l'ensemble des médias et qui identifie quand même clairement une tendance très préoccupante sur le livre, puisque en évolution des quantités des visites mensuelles, il évalue à environ 140% la progression sur la période de 2020 à 2024, sans que je sois en mesure de vous donner beaucoup d'éléments très précis sur la nature de ces chiffres. Si on extrapole sur la part des consultations sur Internet en France par rapport à ces volumes mondiaux, on arrive à une estimation qui pourrait être de l'ordre de 65 millions de visites mensuelles en consultation de contenu pirate. C'est peu parlant. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comparable à la fréquentation du site du Monde. On a malgré tout quelques données pour qualifier le phénomène en France. Et là, je vais faire appel au baromètre Médiamétrie, Sophia, GDL, SNE, qui est opéré depuis des années déjà d'ailleurs, et qui nous permet d'établir un comparatif entre 2020, cette fois-ci, et 2024. Là, on est sur une logique d'enquête, de panel. Je crois qu'il y a environ 6000 participants, moitié téléphone et moitié enquête Internet. Voilà, avec une confirmation assez éclairante, puisque quand on interroge de manière très transparente les Français sur ce qu'ils font en matière de comportement d'achat, eh bien, 43% citent l'accès, 43% des lecteurs de livres numériques citent l'accès illégal comme un accès, un mode d'obtention des livres, et donc une progression de près de 60% par rapport à 2020. J'en ai bientôt fini avec mes bonnes nouvelles, avec une évocation, puisque là aussi les chiffres sont rares, donc c'est plutôt des phénomènes et des tendances que je vais illustrer s'agissant de l'intelligence artificielle. Voilà, donc de manière un peu très schématique, j'ai essayé de résumer à gauche ce qu'on pourrait appeler une sorte de machine infernale qu'on peut constater dans les pires cas d'usage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de l'entraînement qui fait appel de manière massive à des données ou des corpus pirates. Ce sont des choses qu'on connaît. On a parlé de Book3, on a parlé des réactions d'ailleurs qu'on a pu entreprendre collectivement pour en limiter et en tout cas pour sanctionner ce type d'effet. Ça, il s'agit de l'entraînement au sens strict, puisque vous savez que les opérateurs de l'IA distinguent de manière assez nette ce qu'ils appellent l'entraînement au sens de l'utilisation des grands corpus de données, des phases dites d'inférence qui permettent de délivrer des réponses très pertinentes via les agents conversationnels. Et l'inférence, elle travaille beaucoup sur l'appel de données en temps réel sur le web, et elle se fait avec du scrolling, comme on l'a évoqué, et dans une situation dans laquelle, on le sait bien, le TDM, c'est-à-dire le no-TDM, c'est-à-dire le protocole et les protocoles et les modes d'opposition au droit de fouille de données, à la fouille des données qui sont exercées par les titulaires des droits, et je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'après-midi, ne sont tout simplement pas respectés par aucun opérateur de l'IA. Voilà. Et donc tout ceci produit voilà, des phénomènes de substitution des agents conversationnels, donc c'est certainement plus marqué dans certains genres que dans d'autres, là aussi beaucoup plus en non-fiction évidemment qu'en fiction, mais quand on regarde des genres dont on sait qu'ils sont largement concernés par ce type de pratiques, alors les livres de cuisine, de jardinage, les livres de tourisme, on s'aperçoit quand même qu'il y a un décrochage en termes d'évolution du chiffre d'affaires de ces secteurs par rapport à la moyenne déjà peu glorieuse de l'ensemble du secteur de l'édition. Et puis le phénomène du parasitisme, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi un peu plus tard, c'est-à-dire cette prolifération des faux livres, une autre forme de la puissance du faux,
avec cette prolifération de pseudo-livres sur Amazon, pour ne pas le citer. Voilà, un article par hasard, entre autres, publié récemment, qui estimait que 85% des livres, et ça c'est au niveau mondial, d'abord History présents sur Amazon, étaient des livres intégralement générés par intelligence artificielle. Bon, ce sont des phénomènes qui sont évidemment difficiles à quantifier. Amazon se garde bien de livrer quelques chiffres que ce soit, mais dont on sait que ce sont des phénomènes puissants et avec des impacts qui ne manqueront pas de porter des effets très négatifs sur le secteur. Voilà, en résumé, si j'essaie de faire ce tableau, alors c'est une feuille blanche, mais c'est plutôt un tableau noir. Voilà, sur cette période, une baisse de 10% du chiffre d'affaires, une production qui s'ajuste, heureusement une baisse des retours, une chute significative en termes de lecteurs, l'occasion, le piratage. Je n'ai pas mentionné de chiffres sur 2025, on ne les connaît pas encore, mais les tendances telles qu'on peut les observer à fin octobre, fin novembre, sont des tendances qui sont dans la ligne de ce qu'on a observé en 2024, c'est-à-dire que l'année devrait se terminer avec une baisse de 1 à 2% de chiffre d'affaires en valeur, une inflation qui a baissé, mais on est toujours sur ces mêmes mouvements. Alors évidemment, Astérix est bienvenu cette année, mais j'ajoute simplement que dans la mesure qu'on opérait à fin 2024, les impacts de l'intelligence artificielle sont mesurés de manière certainement très inférieure à ceux qu'on peut anticiper sur le marché d'édition actuel, et que tous ces chiffres n'intègrent pas la baisse du pass culture, pour lesquels les crédits de dotation des jeunes de plus de 18 ans ont été diminués de moitié au début de cette année, en espérant qu'ils ne le soient pas davantage à l'occasion du débat budgétaire. Voilà, je vous remercie.